Tout d'abord, bonjour à tous et encore un grand merci à monsieur Henri Parlier de m'avoir, sollicité et de m'accueillir si chaleureusement. Merci beaucoup pour tout cela. Donc, en effet, je suis directrice de recherche à l'ONERA. Donc ONERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale. Je suis basée à Toulouse. Je suis, donc la référente intégrité scientifique et éthique de la recherche pour l'ensemble de l'ONERA. Et par ailleurs, donc, je suis membre du comité consultatif national d'éthique du numérique qui s'est mis en place en fait fin 2025, mais qui fait suite au comité pilote d'éthique du numérique, donc qui avait été mis en place par le Premier ministre à l'époque en 2019. Je suis aussi membre du comité d'éthique de la défense et je suis aussi experte auprès de la Commission européenne pour l'examen éthique donc des propositions de projets européens. Alors, comme l'a dit monsieur Parlier, on va finir par l'éthique. Alors ça me gêne un peu parce que finir par l'éthique, comme si l'éthique était un truc, voilà, qu'on met un peu à part là. Ah tiens, on a oublié de parler d'éthique, donc on le met à la fin. Donc non, en fait, l'éthique doit accompagner, voilà, les évolutions technologiques depuis leur début et non pas, quelque chose qui se rajoute à la fin. Donc on va voir ça, ensemble. Donc on va beaucoup parler de vocabulaire, donc éthique, intelligence artificielle, voilà. Et puis après, je vais illustrer mon propos donc, sur les fameux systèmes d'intelligence artificielle génératifs à travers 2 exemples que vous découvrirez. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'il y a énormément d'écrits sur l'association de mots éthique et intelligence artificielle. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, la déclaration de Montréal, le texte de l'OCDE, un document auquel j'ai participé en tant qu'experte, c'est la recommandation de l'UNESCO donc sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé au niveau européen. Donc tout d'abord la réflexion qu'il y a eu au sein d'un groupe d'experts donc sur essayer de caractériser les valeurs et principes à mettre en avant lorsqu'on conçoit des systèmes d'intelligence artificielle, avec une liste d'évaluation éthique, si on peut appeler ça comme ça. On verra que ça n'a pas grand sens en français, mais bref. Mais en tout cas, qui prévaut pour justement l'examen éthique des projets européens. Et puis toute cette réflexion, finalement, a abouti, alors après bien des amendements, des discussions, etc., au règlement européen sur l'intelligence artificielle, AI Act en anglais, dont une partie est actuellement en vigueur, c'est-à-dire la partie concernant les systèmes interdits. Voilà, tout le reste voilà, est repoussé, on ne sait pas trop quand pour le moment. Bien, donc ça, ce sont des textes, bon, des textes à portée relativement générale. Puis il y a ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Alors par exemple, alors c'est une phrase que j'ai bâtie moi-même, hein, mais on pourrait tout à fait l'entendre. Des véhicules autonomes conduits par des intelligences artificielles sont éthiques parce qu'un contrôle humain s'exerce à tout moment. Alors cette phrase ne veut strictement rien dire. Alors, pourquoi? Alors, véhicule autonome, déjà, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nous avons rendu au comité national pilote d'éthique du numérique un avis sur requête saisine du Premier ministre au sujet des véhicules autonomes, entre guillemets. Et la première recommandation que l'on a écrite, c'est ne pas employer le terme véhicule autonome, mais employer le terme véhicule à conduite automatisée. Bien. Ensuite, des intelligences artificielles. On verra que ça n'a aucun sens. On le verra juste après. Sont éthiques. Bah, cet adjectif n'a aucun sens comme ça en français, parce qu'un contrôle humain s'exerce à tout moment. Donc là, voilà, je ne vais pas insister aujourd'hui là-dessus, mais lorsqu'on lit d'ailleurs dans les textes internationaux, on doit avoir un contrôle humain de ces systèmes numériques à tout moment. Alors à tout moment, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les secondes, toutes les millisecondes. Donc ça, voilà. Scientifiquement, ça mérite d'être creusé. Bien, alors on va passer sur justement le vocabulaire. Alors d'abord, l'éthique et éthique. Donc là, je me place bien dans un contexte francophone. Bien. Alors je vais commencer par expliquer ce que n'est pas l'éthique. Pardon, excusez-moi. Alors, ce que n'est pas l'éthique, ça n'est pas, bien sûr, tout ce qui relève de la législation, donc du droit. La législation nous oblige. On est obligé de respecter la loi. Et si on ne respecte pas la loi, eh bien, on s'expose à une condamnation qui est elle-même exprimée dans la loi. Le contrevenant s'expose à une amende de. Voilà, c'est écrit dans la loi. Donc, en gros, c'est tous les textes
en France que l'on trouve sous Légifrance. Et puis, il y a les textes, bien sûr, européens. Donc, je vous ai mis en face, par exemple, le règlement général pour la protection des données. Sous-entendu, la protection des données à caractère personnel. C'est-à-dire toutes les données qui permettent d'identifier, soit directement ou indirectement, une personne physique. Donc, le règlement général pour la protection des données est en vigueur depuis 2018. Voilà, et il a été mis en place dans tous les pays européens. Bien, donc l'éthique, ça n'est pas la loi, ça n'est pas non plus tout ce qui relève des règlements, des normes, par exemple un règlement intérieur que vous avez pour une entreprise, pour un établissement scolaire ou universitaire, pour une association, etc. Vous avez des règlements intérieurs. Donc ces règlements ont pour origine une organisation et définit donc les permissions, les obligations dans le cadre de cette entreprise, de cette organisation. Donc si on transgresse un règlement, eh bien là aussi, on s'expose à une sanction, mais qui sera interne, donc à cette entreprise, à cette école, à cette université, etc. Bien. Alors, ça n'est pas non plus, l'éthique n'est pas non plus la déontologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la déontologie? Eh bien, c'est un ensemble de règles de conduite inhérents à une profession. Donc, on parle de la déontologie médicale, par exemple, mais aussi de la déontologie des avocats, etc., etc. Donc là, si une personne enfreint les règles de déontologie de sa profession, elle s'expose à des sanctions qui seront des sanctions professionnelles. Donc on entend parler de radiation de l'ordre des médecins, par exemple, de radiation du barreau, etc. D'accord ? Bien, pour les chercheurs, eh bien, il y a un texte voilà, qui s'appelle la Charte française de déontologie du métier de la recherche, voilà, qui expose donc les règles de bonne conduite et en particulier donc, qui expose ce que sont les bonnes pratiques en matière de recherche et, à contrario, les manquements donc, à ces bonnes pratiques. Bien, donc tout ça, ça n'est pas de l'éthique. Alors, si on progresse vers l'éthique, l'éthique va s'appuyer sur des valeurs. Alors, on a aussi tendance à dire l'éthique et la morale, c'est pareil. C'est vrai qu'étymologiquement, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a rapport aux mœurs. Une d'origine latine et l'autre d'origine grecque. Mais voilà, depuis quelque temps, en particulier depuis Ricoeur, on a coutume en France de distinguer l'éthique et la morale. Alors d'abord, une valeur. Donc une valeur, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, etc. Voilà, selon des critères qui peuvent être soit personnels, soit au sein d'une société, d'une religion, etc. Voilà, donc par exemple la liberté, l'honnêteté, la bienveillance, etc. Alors, on peut être amené à trahir ces valeurs. Donc, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et puis, la morale. Alors, qu'est-ce que c'est que la morale? C'est un ensemble de règles, de principes, selon lesquels on va diriger sa vie, ses mœurs. Voilà. Et la morale a rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Bien. Donc, la morale est normative. Voilà, ce sont des règles. Par exemple, c'est mal de mentir, c'est mal de voler. Voilà, ça, ce sont des règles. Bien, donc la morale, elle est prescriptive, d'accord, normative, prescriptive. Bien. Alors, par rapport à ceci, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Donc, l'éthique, c'est un processus dynamique, c'est une réflexion. Alors, qui peut être personnelle, mais le plus souvent, elle est collective. Et il vaut mieux d'ailleurs qu'elle soit collective pour avoir plusieurs points de vue, éventuellement différents, éventuellement contradictoires. Donc cette réflexion, elle est relative aux conduites humaines et aux valeurs, donc aux valeurs morales qu'on vient de voir, qui fondent donc ces conduites humaines. Donc c'est une démarche, c'est un processus, d'accord, qui est fait en vue d'agir au mieux, c'est-à-dire pas le mieux possible, mais au mieux étant donné la situation à laquelle on est confronté. Et elle repose cette démarche sur des arguments. Ce n'est pas tant le résultat qui est intéressant, ce sont les arguments qui vont fonder éventuellement la décision que l'on aura à prendre. Et donc, si on a une décision à prendre, eh bien cette décision ou cette action, ça sera la plus juste, pas la meilleure encore une fois, mais la plus juste, au sens d'un positionnement sur une ou des échelles de valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un ensemble de valeurs qui sont pertinentes pour la situation en question.
Et puis, eh bien, suivant les arguments, on va peser finalement quelles valeurs on va mettre en avant pour prendre la décision dans la situation donnée. Donc il s'agit, lorsqu'on fait de l'éthique, lorsqu'on pratique l'éthique, de se poser des questions chemin faisant. Donc c'est pas à la fin, voilà, une fois que tout est fait, etc. C'est chemin faisant. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, des techniques, etc., eh bien, on va se reposer des questions. Donc l'éthique, c'est un processus qui va recommander, qui n'impose pas, contrairement à la morale, mais qui va recommander. Et puis il n'y a pas de règles en éthique. Autant la morale édicte un certain nombre de règles, autant l'éthique, dire une règle éthique, ça n'a pas de sens. Voilà, on peut parler de règles morales, mais pas de règles éthiques. Encore une fois, c'est une réflexion. Et puis c'est justement la tension, le choc des valeurs qui va fonder justement cette réflexion éthique, cette discussion éthique. Bien, alors là aussi, on lit des tas de bêtises au sujet de l'éthique. Je vous donne quelques exemples, plus ou moins. Alors, ils ne sont pas tellement inventés, on peut lire ça à droite à gauche. Donc, une intelligence artificielle éthique, utilisation éthique de l'intelligence artificielle, éthique par conception, etc., etc. Des choses comme ça. Alors, tout ça, encore une fois, ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi? Alors, je reviens encore une fois aux définitions, et en particulier aux définitions donc de l'éthique. Donc, on vient de le voir, réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Bien. Et puis, ça peut être aussi un ensemble de principes moraux qui s'imposent aux personnes qui exercent une même profession. On parle par exemple de l'éthique médicale. Ça a un sens. Très bien. Et puis, l'éthique, l'adjectif, veut dire seulement en français, seulement, qui a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Ou alors, dans d'autres dictionnaires, on peut trouver qui a rapport à la morale. Bon, très bien. Donc, on peut tout à fait parler de valeurs éthiques, de préceptes, de jugements éthiques, de délibération éthique. Tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ceci. Dire par exemple, ce robot, il a été très bien conçu, il est éthique. Ce système d'intelligence artificielle, il est éthique. Cette personne est éthique. Non, ça n'a pas de sens, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire c'est un robot qui a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Non, ça n'a aucun sens. D'accord ? Très bien. Alors pourquoi on entend parler de ça? Et puis dans le langage courant, vous voyez ça à droite à gauche, hein, c'est un argument de vente, des voyages éthiques, des vêtements éthiques, du café éthique, etc. Bon, tout ça, ça n'a aucun sens. Alors, c'est une mauvaise traduction de ethical en anglais. Donc, ethical en anglais a les mêmes sens qu'en français. Et puis, un troisième sens, qui est un sens de conformité. Donc, conformité à des standards, à des normes. Et comme on l'a vu tout à l'heure en français, l'éthique, ce n'est pas la conformité. Bien. Donc, je réinsiste, hein, l'éthique, c'est une réflexion continue, toujours en mouvement. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'éthique a affaire avec des situations de dilemme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation de dilemme? Eh bien, c'est une situation où il y a un certain nombre de valeurs qui sont en jeu. Et la décision que l'on aura à prendre dans cette situation conduira à transgresser des valeurs. Donc, c'est une décision où finalement, tout ne va pas être conforme, justement. Donc, on voit la différence avec la conformité. Bien. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Et là, j'ai pris en fait des extraits du rapport d'activité du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Des extraits qui caractérisent bien en fait cette délibération éthique. D'ailleurs, je m'en sers pour faire une trame pour initier à la délibération éthique lorsque voilà, je fais beaucoup de formations à la délibération éthique. Et donc, voilà, ça sert vraiment de trame pour guider les personnes pour apprendre à délibérer. Bien. Donc, ces phrases, elles disent quoi? Elles disent que, et je l'ai déjà souligné, c'est une délibération collective. Elle est toujours à reprendre. Elle est toujours à reprendre. Donc, on ne fait pas de l'éthique à un moment donné, puis hop, on a coché la case, très bien, on abandonne. Non, elle est toujours à reprendre. Et elle doit faire la part entre ce qui est possible et ce qui est acceptable. Alors, je vous donne un petit exemple. Le clonage humain, c'est possible. Tout à fait possible. Mais on a décidé, il y a un consensus international sur le fait que, eh bien non, on ne mènera même pas de recherche sur le clonage humain. D'accord ? Il y a un moratoire là-dessus. Alors après, on n'est pas derrière chaque laboratoire pour voir ce qu'ils font exactement, mais voilà, donc c'est a priori interdit, il y a un consensus international. Donc on a décidé que ça n'était pas acceptable. Bien. Le second point, c'est
le but de la science, c'est de produire des connaissances nouvelles. Bien. Donc, en produisant ces connaissances nouvelles, eh bien, à la fois, on a des connaissances nouvelles, mais dans le même temps, on augmente en fait nos questionnements, on augmente aussi nos incertitudes. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais plus on progresse en science, plus on a une espèce de certitude, de fait établi, mais on a aussi des incertitudes. Bon, et puis la science se construit, vous le savez peut-être, sur le principe de conjecture et réfutation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va établir quelque chose, et puis ce que font les scientifiques, c'est chercher à falsifier ce qu'on a établi. Est-ce que ça tient tout le temps? Est-ce que c'est tout le temps valable? Oui ou non? Et puis sinon, on établit une nouvelle théorie, etc., etc. Et c'est comme ça que la science progresse. Donc, identifier les incertitudes, et puis après, se questionner sur la notion de progrès. Est-ce qu'un progrès scientifique, c'est forcément un progrès moral? Voilà un beau sujet de philosophie pour le baccalauréat. Bien. Donc, il faut s'interroger sur les principes qui définissent la notion de progrès. Qu'est-ce qui sous-tend cette notion de progrès, finalement? Bien. Et donc, à chaque fois qu'on va invoquer ce progrès, donc les systèmes d'intelligence artificielle générative, c'est génial, c'est un progrès. Ah oui, mais au nom de quoi c'est un progrès? Pour qui? Pourquoi? Bien. Donc, on doit soumettre cet objet-là qui fait apparemment progresser, on doit le soumettre à une analyse critique. Une analyse critique des certitudes que l'on a. On est tous pétris de certitudes et de convictions. Voilà. Donc, voilà, faisons un pas de côté, regardons finalement qu'est-ce qui sous-tend nos certitudes et nos convictions. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on mène une délibération éthique au sujet d'un objet scientifique ou d'un objet technique, eh bien, il faut connaître parfaitement cet objet. D'accord ? Donc, on ne peut pas mener de délibération éthique en ne sachant pas, par exemple, comment fonctionne un système d'intelligence artificielle générative. Ça n'est pas possible. Donc, il faut s'intéresser au rouage de cette technique. Bien. Donc, finalement, les mieux placés pour réaliser cette réflexion éthique, ce sont les scientifiques eux-mêmes, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Bien. Et donc, cette analyse, elle doit s'appuyer sur les valeurs, c'est ce qu'on appelle un raisonnement déontologique, c'est-à-dire au nom de quoi on a créé cet objet technique. Est-ce qu'il y avait des besoins? Est-ce qu'il y avait des exigences? Lesquelles? Etc. Et puis, d'autre part, raisonnement conséquentialiste, eh bien, sur les conséquences de cet objet. Quels bénéfices il va apporter? Pour qui? Pourquoi? Et puis, quels sont les risques? Pour qui? Pourquoi? Raisonnement conséquentialiste. Bien. Et puis, si jamais il y a des valeurs qui sont contradictoires les unes avec les autres, et si on a une décision à prendre, eh bien, on va essayer de rechercher comment articuler ces valeurs de façon la plus juste, le mieux possible. Bien. Donc ça, c'était pour les définitions relatives à l'éthique. Alors, après, intelligence artificielle. Alors, la première chose, c'est que habituellement, il vaudrait mieux parler de numérique de manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique? Eh bien, le numérique, c'est un domaine qui recouvre plusieurs choses. Donc, l'informatique, l'intelligence artificielle, donc, mais aussi une partie des mathématiques et de la physique, une partie des sciences cognitives, la robotique pour sa partie logicielle en particulier. Donc, vous voyez que le numérique recouvre un certain nombre de domaines scientifiques, finalement. Bien. Donc l'intelligence artificielle est là-dedans. Et là, pareil, c'est un peu la même chose que l'éthique. On entend tout un tas de bêtises quand les personnes ou les journalistes ou que sais-je évoquent l'intelligence artificielle. Donc on peut lire « l'intelligence artificielle me dit que », etc. Elle prend des décisions, on apprend à une intelligence artificielle. Voilà. Alors, le nom est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Mais l'intelligence artificielle n'est évidemment pas une intelligence qui serait artificielle. Non. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique, au même titre que la géologie, par exemple, ou que l'histoire. D'accord ? Bien. C'est une discipline scientifique qui est fondée, évidemment, largement sur les mathématiques. Bien. Et quand on lit apprendre aussi, apprendre, attention, hein, donc on parle de systèmes à base d'apprentissage automatique. Ça, ce sont des systèmes donc numériques qui sont fondés sur des probabilités, sur des statistiques,
qui n'ont que très peu à voir avec l'apprentissage chez les êtres vivants, que l'on ne sait d'ailleurs pas très bien cerner encore. Bien. Donc, encore une fois, c'est le même mot, mais voilà, ça signifie des choses différentes. Bien. Donc, ce qu'il y a de très intéressant avec le vocable intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu un glissement sémantique, donc un glissement de sens. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Donc, ce nom a été inventé dans les années 1955-56. D'accord ? Bien. Parce que le projet, finalement, de cette discipline scientifique, c'était de mettre en œuvre des méthodes pour simuler, en gros, la cognition humaine. Bien. Donc, c'est une discipline scientifique. Et surtout, cette discipline scientifique, elle recouvre un ensemble de techniques très variées. Bien. Par exemple, la représentation des connaissances et du raisonnement, avec de la logique, par exemple. Les systèmes de planification, donc définition et élaboration d'actions à réaliser dans le temps, par exemple pour un robot. Elle recouvre des techniques de démonstration de théorèmes. Elle recouvre des techniques de ce qu'on appelle le raisonnement multi-agent, c'est-à-dire plusieurs entités qui vont simuler un raisonnement collectif. Et puis, elle recouvre aussi des techniques dites d'apprentissage automatique. Bien. Donc ça, c'est des techniques variées, donc qui existent depuis les années 50, encore une fois, ce n'est pas nouveau du tout. Bien. Alors, le glissement sémantique. À partir du moment où, dans les années 2012, les scientifiques ont mis en œuvre des systèmes fondés sur de l'apprentissage automatique pour, en particulier, faire de la reconnaissance d'images, et ont constaté que la performance était bien supérieure aux techniques fondées sur la description explicite de ce qu'il pouvait y avoir dans les images, eh bien, les techniques d'apprentissage automatique ont été de plus en plus utilisées. Bien. Et donc, intelligence artificielle est devenue synonyme de techniques à base d'apprentissage automatique. Quelles que soient d'ailleurs ces techniques d'apprentissage automatique. Dans l'apprentissage automatique, il y a un certain nombre de sous-techniques aussi. Bien. Et puis encore plus récemment, donc 2022, mise à disposition du public, en particulier de ChatGPT, maintenant c'est devenu synonyme de quoi ? De ce qu'on va parler là, juste après, donc d'agents conversationnels, donc de logiciels, fondés sur plusieurs techniques d'apprentissage automatique qui produisent du texte, du code informatique, des images, des vidéos, en réponse à des requêtes d'un utilisateur. Évidemment, ma définition là, est un peu longue, hein. On préfère dire une IA. Ah bah oui. Sauf que voilà, c'est impropre. Et donc, quand on parle de tel système, en fait, il s'agit d'agents conversationnels. Ce sont donc des logiciels fondés sur de l'apprentissage machine. Bien. Donc, on va se concentrer donc, sur ces logiciels particuliers. Et on va, en une planche, donc ça va être très, très rapide, expliquer comment ce type de logiciel fonctionne. Donc, c'est très schématique. Donc, si je prends l'exemple de la production de texte, la production automatisée de texte ou de code. Le code informatique, c'est un texte particulier. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait ? L'utilisateur, donc, il a son interface et il va donc rentrer au clavier ce qu'on appelle des requêtes, donc prompts en anglais. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, cet utilisateur ? Il ne dialogue pas du tout avec le système, hein, c'est pas ça l'idée. On ne dialogue pas avec un logiciel, pas plus qu'on ne dialogue avec cette table. Très bien. Non, il programme l'outil. Donc l'utilisateur, c'est un programmeur en fait. Donc parce qu'il rentre au clavier, il programme l'outil. Et donc comme tout programme, eh bien, il va renvoyer ce programme des réponses, voilà, des sorties à cet utilisateur. Bien. Et donc ce programme, il va donner en sortie des données, alors qui apparaissent comme nouvelles. Alors j'ai mis entre guillemets. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets ? Parce que c'est pas nouveau du tout. C'est une agrégation statistique de données existantes, en fait. Voilà, c'est pas magique. Hein. D'accord ? Donc, par exemple, si on parle de texte, la séquence de mots la plus probable après la requête. Et cette séquence de mots la plus probable, elle est produite comment ? Eh bien, à partir de caractéristiques qui ressemblent à la requête, en fait, de l'utilisateur, qui sont apprises
donc je le mets aussi entre guillemets, un mot impropre, sur un corpus de données de très grande taille. Bien. Donc, le fonctionnement, en fait, est fondé sur des corrélations statistiques. Je n'ai pas dit des causalités, hein, ce sont des corrélations. Voilà, c'est différent. Plus un filtrage de résultats, plus, ce qu'on oublie souvent, des annotations humaines pour éliminer toutes les réponses qui ne seraient pas politiquement correctes, on va dire. Donc, il faut se souvenir qu'il y a souvent dans des pays du sud global des gens fort mal payés et fort mal couverts d'un point de vue social qui passent leur journée à annoter donc des textes, des vidéos et des photos. Bien. Donc, ce qu'on appelle les grands modèles de langue, donc Large Language Models en anglais, sont entraînés donc sur un corpus de texte. Alors, quel est ce corpus de texte? C'est une question à se poser. Finalement, mon système avec lequel je veux faire produire une recette de gâteau ou une planification de voyage ou je ne sais quoi, sur quoi il est entraîné? Quel est le corpus? Alors, il peut être généraliste, Internet par exemple, ou spécifique. Par exemple, si on fait une recherche bibliographique en sciences, dans un domaine donné, dans le domaine de la géologie par exemple, eh bien, on choisira peut-être un outil qui est spécifique à la géologie, c'est-à-dire qui est entraîné sur tout ce qui existe en matière de documentation scientifique en géologie. D'accord? C'est fondé là-dessus. Bien. Alors, maintenant, on va se placer du côté de l'utilisateur. Donc, quels sont les usages de ces systèmes d'intelligence artificielle générative et quelles questions ils posent? Alors d'abord, on va identifier des caractéristiques que possèdent ces systèmes par nature, c'est-à-dire intrinsèquement. Alors, si je reviens aux fameuses requêtes de l'utilisateur, donc je rappelle que l'utilisateur, lui, programme cet outil. Alors, s'il s'agit d'un outil ouvert, alors, ce que j'appelle un outil ouvert, c'est un outil qui est disponible en ligne. Par exemple, ChatGPT ou Claude. Bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez vos données. Puis alors, il ne s'agit pas d'une requête dans une barre de recherche d'un moteur de recherche. Hein, c'est pas ça. Vous allez rentrer un texte plus conséquent, voire un document entier, un document PDF entier. Voilà. Résume-moi cet article de 20 pages, par exemple. Et hop, vous envoyez tout l'article dans l'outil. Très bien. Donc, ce faisant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous envoyez des données, par exemple, si vous utilisez ChatGPT, vers OpenAI. D'accord? Bien. Qui va potentiellement utiliser ces données pour continuer à entraîner son système. Bien. Donc, attention, ça pose un problème de sécurité. Vous transmettez des données à un tiers qui, en plus, n'est pas européen. Bon, donc, on réfléchit à 2 fois avant d'envoyer des données dans cet outil. Ça peut poser un problème de vie privée. Bah, si vous envoyez le numéro de sécurité sociale, la description de quelqu'un dans cet outil, bien. Règlement général pour la protection des données, je rappelle que vous n'avez pas le droit, hein, en principe. Bien. Ça peut poser aussi des problèmes de propriété intellectuelle. Si votre fameux texte à résumer, là, il est protégé par des droits d'auteur, enfin, c'est pas si, c'est que la plupart du temps, il est protégé par des droits d'auteur, eh bien, vous enfreignez, en France, le code de la propriété intellectuelle. Bien, donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est du côté de l'utilisateur. Alors, si je me place du côté des résultats qui reviennent à l'utilisateur, bon, posons-nous la question, d'où viennent ces résultats? Ben, comme on l'a dit, ils viennent du corpus sur lequel le système est entraîné. Très bien. Et ce corpus, ben, qu'est-ce qu'il contient? Ben, là aussi, il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'il contient, ce corpus? Ben, il contient des éléments que vous avez sur Internet, donc très bien, mais la plupart de ces éléments que vous avez sur Internet, ce sont des éléments originaux qui sont protégés aussi du point de vue de la propriété intellectuelle. On ne peut pas utiliser ce qu'il y a sur Internet comme ça. Ce n'est pas parce que c'est disponible qu'on peut l'utiliser comme ça. Non, ce n'est pas possible. Bien. Donc, quid du respect de la propriété intellectuelle des tiers? Bon, donc se poser aussi la question. Alors, si je continue sur ces caractéristiques intrinsèques. Donc, je rappelle encore une fois que ces systèmes, ce sont des logiciels. D'accord? Ça n'a pas plus d'âme, encore une fois, que cette table. Quoique cette table a peut-être une âme, voilà, on ne sait pas. Bien.
Donc, évidemment, ça ne comprend rien. C'est un objet, c'est un programme, ça ne comprend absolument rien. Donc, l'utilisateur peut avoir une illusion de dialogue. Mais c'est bien une illusion, hein. On ne dialogue pas avec ChatGPT ou Claude. Non, on le programme. Et il nous renvoie des sorties, des réponses à ce qu'on a programmé. Donc, il n'y a pas de dialogue. C'est une illusion. Et encore une fois, le fonctionnement est statistique. Donc, à partir du moment où c'est un fonctionnement statistique, eh bien, les résultats peuvent être ce qu'ils sont, c'est-à-dire erronés. Les corrélations peuvent être tout à fait à côté de la plaque. Donc, par nature, ces systèmes manquent de robustesse. Alors, évidemment, ça progresse, mais de toute façon, intrinsèquement, ça manquera toujours de robustesse. C'est-à-dire, par exemple, si vous rentrez 2 requêtes à peu près les mêmes dans ce système, il va vous fournir des réponses potentiellement différentes, voire radicalement différentes d'ailleurs. Bien. De plus, il n'y a pas de notion de vérité, il n'y a aucune sémantique dans ces systèmes. Ce sont des corrélations statistiques, avec des probabilités. Donc il n'y a pas de notion de vérité. Notion de vrai et faux, ça n'existe pas là-dedans. Bien. Et donc le problème de reproductibilité, c'est-à-dire on met une requête, on remet la même, on n'aura pas la même réponse. Bien, donc ça, c'est des caractéristiques intrinsèques. C'est le fonctionnement même de ces systèmes qui produit ces caractéristiques. Bien. Alors ensuite, ces systèmes, d'ailleurs comme tout système numérique, vont provoquer ou renforcer des biais chez l'utilisateur. Alors un biais provoqué, c'est la qualité perçue du résultat. En général, le résultat qui vous revient, il est bien écrit, il n'a pas de faute, il est bien construit. Donc, à partir du moment où vous voyez un texte bien écrit, bien construit, vous vous dites « pas de problème, c'est juste ». Alors là, j'ai mis, voilà, ce résultat est valide. Donc, en particulier en sciences, on peut avoir la sensation que le code qui est donné en résultat ou la démonstration mathématique qui est donnée en résultat, elle est juste. Parce qu'elle a l'air bien écrite. Eh bien non, c'est une illusion. D'accord ? Un biais qui peut être, deux biais qui peuvent être renforcés, ce sont les biais d'automatisation et de confirmation. Alors le biais d'automatisation, c'est le fait de considérer que si l'outil numérique le dit, c'est vrai. Et le biais de confirmation, c'est vous allez avoir tendance en tant qu'utilisateur, par vos requêtes, votre programmation, à aller dans le sens de ce que vous croyez déjà. Donc vous enfermez en fait dans une bulle de confirmation. Donc ça existe pour tout système numérique, mais c'est susceptible d'être accentué par ce genre de système, encore une fois, parce que les réponses fournies ont l'air sont bien présentées. Bien. Alors, comme ce sont des biais, en fait, on n'en a pas conscience. Hein, par définition d'un biais, on n'en a pas conscience. Voilà. Donc on se laisse entraîner en fait dans ces biais sans en avoir conscience. Et encore une fois, il y a un risque d'une illusion de compréhension, c'est-à-dire on peut poser des requêtes dans le domaine médical, par exemple, voilà, et puis les réponses apparaissent comme très précises, très, très détaillées, etc. Puis au bout d'un moment, on se dit, ah bah oui, ça y est, je peux faire un cours sur la gastro-entérologie, par exemple. Non, en fait, parce que je ne suis pas experte du domaine. D'accord ? Donc se poser la question, est-ce que je suis expert du domaine ? Et là, je peux utiliser ce type de système parce que je saurais juger si ce qui me revient, ça tient debout ou pas. D'accord ? Mais si je ne suis pas expert du domaine, eh bien là, ça va être compliqué. Et donc, on peut avoir cette illusion de compréhension donc, qui commence à être documentée par des articles scientifiques. Bien. Alors, je vais souligner un autre point qui est absolument remarquable avec ce genre d'outils. C'est comment il y a eu un glissement, en fait, entre l'usage privé et l'usage professionnel. Et ça, c'est absolument remarquable. En fait, quand ChatGPT a été mis à disposition du public en novembre 2022, les gens l'ont utilisé à la maison, sur leur ordinateur, sur leur téléphone. On dit « Ah tiens, c'est rigolo ça, on peut demander des recettes de cuisine, on peut demander de planifier un voyage, on peut demander tout un tas de choses, c'est rigolo ». Alors, ce qui devient moins rigolo, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a des dérives vers le compagnon IA. D'accord ? Donc,
Les jeunes en particulier, voire les moins jeunes, peuvent avoir l'illusion de se faire un ami avec ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi. Voire un psy numérique, encore plus problématique. Bien. Donc ça, ce sont des usages personnels privés. Donc l'usage est intuitif. D'accord? On essaie des trucs, ah oui, c'est rigolo, bon, très bien. Et puis ce même outil, exactement le même, on l'a apporté sur le lieu de travail. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Un usage professionnel d'un outil, quel qu'il soit, eh bien, il doit être utilisé avec une formation préalable, des mises en garde, et on doit avoir des compétences pour l'utiliser. Ça n'a rien à voir avec l'usage à la maison. Rien à voir. C'est comme si on prenait un laser à la maison, là, qu'on l'amenait sur le lieu de travail, et puis hop, sans mise en garde. Ah, ben non, pas du tout. D'accord? Donc là, c'est quand même remarquable, c'est que la même entité, elle est utilisée à la maison et sur le travail, sans frontières finalement, sans formation, sans cadre en fait, sans cadre. Et ça, c'est problématique. Bien. Pourquoi? Parce que les enjeux sont différents. Et puis en milieu professionnel, jamais on utilise un outil, quel qu'il soit, sans formation. Bien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, voilà, qui est, je crois, à souligner. Bien. Donc maintenant, on va prendre 2 exemples particuliers. Le premier exemple, c'est les usages en matière d'enseignement. Alors, les documents écrits en matière d'enseignement. Alors, je me place du côté de la personne qui apprend, donc l'élève, l'étudiant. Donc, posons-nous la question, pourquoi donc les profs demandent des devoirs écrits? Quel est l'objectif? D'ailleurs, on explique rarement aux élèves et aux étudiants pourquoi le prof demande des devoirs à la maison, des devoirs écrits. On ne leur explique pas aux élèves. Ça, c'est intéressant aussi. Bon. Donc, quel est l'objectif? De faire un devoir écrit, de faire un exercice de maths et pas un exercice de maths, de faire un exposé. Donc, l'objectif, a priori, eh bien, c'est de faire en sorte que l'étudiant ou l'élève comprenne et apprenne en faisant. Et on sait très bien, d'un point de vue pédagogique, que quand on fait soi-même, on apprend beaucoup mieux. Bien. Et puis, l'autre objectif, c'est d'avoir des notes, d'avoir une bonne note, un bon classement. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces notes et ces classements-là ont pris une importance considérable. Et d'ailleurs, ça commence à la maternelle. À la maternelle, les enfants sont jugés avec des petits bonshommes là, qui sourient ou qui font la tête. Là. Ça commence dès la maternelle, hein, où les enfants sont évalués dès le départ. D'accord? Et en fait, les enfants, les élèves, les étudiants, pourquoi ils font des devoirs? Alors, j'espère que c'est pour comprendre et pour apprendre, mais c'est aussi pour avoir une bonne note, pour avoir un bon classement. Avec Parcoursup, etc. Hein, ça se prépare dès le collège quasiment. Bon. Très bien. Donc, ça a une importance très grande, voire trop grande. Bien. Et donc, maintenant, avec ces systèmes d'intelligence artificielle générative, c'est très facile de rendre un devoir qui est quasiment parfait. Donc, de satisfaire le deuxième objectif, d'avoir une bonne note. Mais le premier, est-ce qu'il est satisfait? Eh bien, voilà, il faut se poser la question. Donc, ça signifie que ces logiciels qui produisent du texte remettent en question l'évaluation des élèves et étudiants, en particulier l'évaluation sur des documents écrits, en particulier tout ce qui est travail à la maison. D'accord? Et puis, ça peut même aller plus loin. Que signifie un diplôme maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on sait programmer ChatGPT? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a des compétences? Et lesquelles? Bien. Ensuite, ça pose un problème d'équité entre ceux qui utilisent largement, hein, je fais des sondages avec les élèves dans une grande école, 100%. Hein. Bien. Et ceux qui, rares, voilà, ne l'utilisent pas. Bien. Et puis enfin, évidemment, les enseignants sont absolument désemparés face à ces nouvelles pratiques. Bien. Alors, si on va un petit peu plus loin et si on se pose la question du travail à la maison, parce que là, en fait, pour cette question d'évaluation, il faut revenir à un truc très simple, c'est-à-dire les devoirs sur table, sans téléphone, sans rien, avec une feuille de papier et un stylo. Il y a ça. Et puis aux oraux aussi.
D'accord ? Voilà. D'ailleurs, en sciences, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va falloir certainement revenir à la vraie discussion scientifique, ce qu'on appelle la discussion scientifique entre pairs, c'est-à-dire parler entre pairs, et non plus par publication scientifique interposée, où malheureusement dans le domaine, on est inondé de papiers générés automatiquement. Et là, ça pose un vrai problème. Bien, alors posons-nous la question du travail à la maison. Alors, est-ce que le travail à la maison, dans ces conditions-là, est encore un travail? Alors, moi j'aime bien les définitions, alors regardons ce que ça veut dire travail. Un travail, c'est une activité, un effort qui sont soutenus du corps ou de l'esprit, etc. Bon. Une activité humaine exigeant un effort soutenu, bien, à la création, à la production de nouvelles choses, de nouvelles idées. Donc vous voyez que dans les définitions, là, il y a effort. Travail, effort. Donc ça signifie, voilà, il faut mouiller la chemise pour faire un travail. D'accord ? Donc avec ce type de système, quelles sont les activités? Puisque le travail, c'est une activité. Quelle est l'activité finalement? Et puis surtout, quels sont les efforts qui sont produits? Bien. La deuxième chose, c'est que, alors non seulement on apprend en faisant, mais il y a une question d'apprentissage du raisonnement, c'est-à-dire si on ne raisonne plus, on ne peut pas apprendre à raisonner. Et puis surtout, on apprend à partir de ses erreurs, d'où le fait de souligner les notes là. D'accord ? Si l'erreur n'est pas valorisée dans le processus d'apprentissage, il y a un problème. D'accord ? On apprend à partir de ses erreurs. Bien. Et puis enfin, que devient la fierté d'avoir réussi à surmonter un exercice difficile? Voilà, un exercice qui est super dur, un exercice de maths, j'y arrive pas, je réfléchis, pendant la nuit, ça cogite, etc. Puis enfin, ah oui, tiens, ça, je vais essayer ça, etc. Et j'y arrive. Mais c'est génial. Je suis très fière de moi parce que je suis arrivée à surmonter cette difficulté. Bien. Qu'est-ce que ça devient, ça, si le logiciel le fait à ma place, entre guillemets? Il n'y a plus rien. D'accord ? Donc finalement, que signifie aujourd'hui faire un devoir à la maison? Je pose des questions. Bien. Alors plus largement, finalement, qu'est-ce qu'un document qu'on écrit soi-même? Alors que ce soit un élève, un étudiant, mais plus généralement les gens qui écrivent. Bien. Eh bien, c'est un moyen de réfléchir, un document qu'on écrit soi-même, d'organiser ses idées, de se remettre en cause. On sait très bien que quand on écrit les choses, on peut remettre en cause ce qu'on pensait. Je prends l'exemple, par exemple, d'un manuscrit de thèse. Très souvent, quand le doctorant rédige son manuscrit, il va reconsidérer des choses dans son processus de réflexion scientifique. Il va présenter les choses différemment, etc. D'accord ? Donc, l'écrit est un moyen de poser ses idées, de les réorganiser, de les remettre en question. D'accord ? Bien. Et là, peut s'exercer l'autonomie de pensée, et ER, l'autonomie de pensée ER, c'est-à-dire de penser de manière dynamique. D'accord ? Et deuxièmement, c'est une prise de responsabilité. Quand j'écris un texte, je prends mes responsabilités. C'est moi qui suis responsable du texte que j'ai écrit. Pensez à un journaliste, un scientifique, un compte-rendu médical, etc. Tout ça, c'est de l'écrit, et c'est moi, en tant que professionnel, ou etc., qui prend la responsabilité de ce qui est écrit et de ce que j'ai signé. D'accord ? Bien. Donc, il y a un petit article, un éditorial qui est paru là récemment dans Nature Writing and Thinking, qui a d'ailleurs été repris par Le Monde. Donc, en abandonnant l'écriture à l'IA, bon, c'est impropre comme expression, vous l'avez compris, nous risquons de nous empêcher de réfléchir. Bien. Donc, voilà pour le premier exemple. Donc, finalement, les deux questions à se poser, pour lesquelles je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre? Et puis réciproquement pour les enseignants, qu'est-ce que ça veut dire qu'enseigner? Bien. C'était donc le premier exemple. Alors, le deuxième exemple, alors attention, accrochez-vous bien. Les volontés des personnes décédées et les deadbots. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, il y a des recherches, voire des systèmes commerciaux,
qui, d'une part, donc ça sera le premier sous-exemple, vont proposer d'élaborer, de générer des volontés, des directives anticipées de manière automatisée. Et puis d'autres qui cherchent à avoir des agents conversationnels qui remplacent, entre plein de guillemets, les personnes décédées. Donc on va regarder ça. Donc génération de directives anticipées. Vous voyez que je mets des guillemets parce qu'évidemment c'est une simulation de directives anticipées. Bien. Donc là nous avons un article qui a été publié en 2024, donc qui propose donc de produire donc les directives anticipées d'une personne qui n'en aurait pas produite, d'accord, par un système d'intelligence artificielle génératif. Bien. Donc c'est super. Donc le système est adapté à la personne. Pourquoi il est adapté à la personne? Eh bien parce qu'il va être entraîné avec les données de la personne. Ah bah oui, c'est-à-dire toutes ces traces numériques. Donc tout, si elle a des blogs, si elle a des réseaux sociaux, si elle a fait des commentaires à droite à gauche, voir son dossier médical, etc. Voilà, entraîner avec tout ce qui concerne la personne d'un point de vue numérique. Alors déjà, vous voyez déjà le problème de protection de la vie privée. Bien. Et l'article dit, c'est très bien parce que ça allège la responsabilité des proches. Bah oui, si la personne concernée n'a pas laissé de directive anticipée, les proches, ils sont désemparés. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'aurait voulu la personne? Eh bien là, le système propose ce qu'aurait voulu la personne. Très bien. Donc l'article 10, ça diminue le stress et l'anxiété des proches. Puis l'article 10, c'est ethically desirable. Donc d'un point de vue éthique, c'est tout à fait désirable. Alors je mets un petit nota bene. Il faut toujours regarder les affiliations des auteurs et de voir par qui ils sont financés. Donc l'un des auteurs est financé par OpenAI, l'entreprise qui diffuse ChatGPT. Bien, alors posons-nous un certain nombre de questions par rapport à ça. Une question, bien sûr, c'est le consentement de la personne. Bon, elle est décédée, la personne, alors c'est compliqué d'obtenir son consentement après coup, mais a priori, on fait des choses avec ces données sans son consentement. Donc ça, c'est déjà un problème. Est-ce que les motivations à invoquer, donc diminution du stress des proches, etc., sont correctes? Donc les traces numériques, donc les mails, les réseaux sociaux, etc., les décisions sur les traitements, les conversations avec les médecins, est-ce que tout ça, mais admettons que la personne ait donné son consentement, d'accord. Est-ce que tout ce corpus, la numérique concernant la personne, va produire des souhaits pour la fin de vie qui sont pertinents? On peut se poser la question. Bien. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces systèmes ne sont pas robustes, donc selon la manière dont vous allez formuler la requête, les réponses peuvent être différentes. Et puis radicalement différentes. Là aussi, c'est un problème. Bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit entre la réponse du système et finalement ce que souhaitent les proches ou les soignants? Qu'est-ce qui se passe? On prend la réponse du système ou celle des proches ou celle des soignants? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a tout un tas d'autres questions, bien entendu, mais voilà quelques questions relativement à cette proposition de système. Bien, alors le deuxième sous-exemple, ce sont les deadbots. Alors, qu'est-ce que c'est que les deadbots? Ce sont des agents conversationnels, donc, qui reproduisent les propos de personnes décédées, voire qui produisent de nouveaux propos que les personnes n'ont jamais tenus. Bien. Alors, toujours pareil, en étant entraîné avec le corpus numérique disponible au sujet de ces personnes. En plus, ils peuvent être, c'est vrai, par exemple au Japon, en Corée du Sud, ils peuvent être incarnés, c'est-à-dire il peut y avoir un avatar qui représente la personne décédée. Alors, si on fait une analyse éthique un petit peu plus poussée de ce que je viens de faire avec les directives anticipées, donc regardons le point de vue déontologique, c'est-à-dire les valeurs en jeu, la raison d'être. Donc, est-ce qu'on respecte la dignité humaine en faisant un tel système? Bien. Au nom de quoi on créerait un modèle, c'est-à-dire un double numérique d'une personne décédée? Quelles sont les valeurs qui sont invoquées là?
au nom de quoi on ferait fournir à ce modèle des propos que la personne n'a jamais tenus de son vivant. En plus, ça peut être dangereux. D'accord ? Bon. Quid évidemment du consentement de la personne. Et puis, au nom de quoi, qui évidemment est important, c'est pour les entreprises qui diffusent ce genre de choses ou qui proposent ce genre d'agents conversationnels, c'est de faire du business, de gagner de l'argent. Bien sûr, ça s'entend. Et d'un point de vue éthique, oui, c'est une valeur qui doit être prise en compte. Bien, alors si je regarde maintenant le point de vue conséquentialiste, donc interrogation des impacts. Donc, impact sur les utilisateurs. Alors, quel est l'impact de ce genre de système sur le processus de deuil? Comment ce type de système va altérer le jugement des personnes survivantes? Quels sont les effets psychologiques? En particulier, si l'agent conversationnel propose des propos qui sont différents de ceux qui seraient attendus par la personne qui l'utilise. Et puis plus généralement, l'impact globalement sur la société, qui a le contrôle sur ces doubles numériques et sur leurs évolutions? C'est-à-dire qui va décider de l'arrêt, par exemple? D'accord, je coupe l'accès. Qui va décider de ça? Ou l'entreprise ferme, pof, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Et puis bien sûr, l'impact environnemental. Alors, voilà. Alors, l'impact environnemental de l'ensemble de ces systèmes, quel que soit le système dit d'IA générative, il y a des papiers scientifiques donc, sur l'impact environnemental. Après, c'est assez difficile à cerner sur ce que prennent exactement en compte ces études scientifiques. Donc, c'est difficile de comparer les articles scientifiques les uns avec les autres parce que selon les paramètres qui sont pris en compte, on peut avoir des résultats différents. Voilà. Donc, il y a un impact environnemental, c'est certain, mais après, le cerner correctement, c'est un petit peu plus délicat. Bien. Donc, avec cette publication là, qui dit qu'utiliser des systèmes d'IA génératifs pour faire revivre les morts créerait certainement un poids donc, pour les survivants. Bien. Et puis après, il y a une interaction entre les questions éthiques et les questions techniques. À partir de quelles données l'apprentissage est réalisé? Qui contrôle cet apprentissage? Donc certainement des sociétés commerciales, mais de quelle manière? Quel vocabulaire est utilisé? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vocabulaire qui va être proche de celui qu'utilisait la personne concernée ou pas du tout? Est-ce que l'agent conversationnel a un nom? Ça, c'est important, la question du nom. C'est aussi une question d'éthique. Quel nom on lui donne et qui est on d'ailleurs? Bien. Est-ce qu'il a un aspect, cet agent conversationnel? J'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait être incarné. Donc, est-ce que c'est un avatar, mais qui a tout l'air d'un avatar numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la personne décédée, et puis ressemble beaucoup à quel âge, dans quelles circonstances, dans quel contexte? Bien. Quelles sont les conditions d'utilisation? C'est-à-dire, peut-être que ça peut être bénéfique dans le processus de deuil, peut-être, mais il y a certainement des indications, un cadre, encore une fois, quel est le cadre, une durée d'utilisation, voilà. Et puis la question que j'ai déjà évoquée de la pérennité du service. Bien, donc j'en ai fini avec ces deux exemples et maintenant on va aller vers une conclusion. Alors, donc, sur ces systèmes d'IA générative, donc ici j'ai remis quelques tensions. Donc on a dit que la délibération éthique était largement fondée sur les tensions entre les valeurs. Donc une première tension, c'est tout le monde, absolument tout le monde, peut demander, vous voyez que j'ai mis des guillemets partout, il ne s'agit pas de demander, il s'agit encore une fois de programmer l'outil, peut demander n'importe quoi et obtenir une, entre guillemets, réponse. À mettre en tension pour évaluer cette réponse-là, il faut être compétent, il faut être expert. Donc c'est contradictoire avec le tout le monde. Okay. Le fameux gain de temps. Ah, le fameux gain de temps. Très bien. Alors, le fameux gain de temps, il est en tension avec tout un tas d'autres éléments.
Le premier élément, c'est il faut affiner les requêtes, en particulier dans un domaine pointu, lorsque vous faites un travail. Hein, il ne s'agit pas de demander une recette de cuisine, mais quand vous faites un travail, eh bien, il va falloir affiner les requêtes, vérifier les fameuses réponses. Et tout ça, ça demande du temps. Bien. Donc, est-ce que, en voulant gagner du temps, finalement, c'est un peu un paradoxe, hein, vous n'allez pas finalement en perdre. Bien. Une autre chose qui est mise en tension avec gagner du temps, c'est ce que j'ai évoqué dans le cadre de l'enseignement, le fait d'apprendre et le fait de devenir expert, ça demande du temps. C'est pas, voilà, ça ne tombe pas du ciel. C'est un processus. Hein, c'est bien pour ça que la scolarité est très longue. Parce que voilà, un enfant de maternelle, il ne peut pas résoudre des équations du second degré. Ben non, parce que c'est un processus. Bien. Gagner du temps. Alors, gagner du temps, perdre des compétences. Oui, parce que si... Je fais souvent le parallèle avec un enfant à qui on apprendrait à marcher avec une béquille. Voilà. Un bébé, on apprend à marcher avec une béquille. Donc, il va apprendre très bien à marcher avec une béquille. Très bien. Et le jour où il appuie sur sa béquille, il va se casser la figure. D'accord ? Donc, il n'aura pas cette compétence. Bien. Donc, si on apprend, entre guillemets, avec ces systèmes d'intelligence artificielle génératifs, eh bien, qu'est-ce qu'on perd en compétences? Alors, peut-être qu'on va en gagner aussi. Voilà, donc ça reste à évaluer. Mais aussi, qu'est-ce qu'on perd? Bien. Alors, les entreprises mettent ça en avant en disant on va gagner en productivité, en créativité, etc. Certainement à court terme. Ça, c'est une vision court-termiste. Mais par contre, à long terme, est-ce que les entreprises ne vont pas perdre en compétitivité? Pourquoi? Parce qu'en utilisant ce type de système, en particulier s'ils sont ouverts, ils mettent toutes leurs données et leur savoir-faire dans l'outil. Et tout ça, ça part dans le processus d'apprentissage et ça ressort chez le concurrent. Ben oui. Très bien. Renforcer les capacités humaines. Alors ça, c'est ce qui est affiché. D'accord ? Ce type d'outil, là, ça va renforcer vos capacités. Oui, mais dans le même temps, ça contraint vos choix. Parce que les réponses, les fameuses réponses entre guillemets que vous recevez, elles sont issues d'un certain corpus, avec une certaine idéologie, etc., que vous ne connaissez pas forcément d'ailleurs. Et de manière inconsciente, ces réponses contraignent vos choix, peuvent contraindre vos choix. Bien. Et de manière beaucoup plus générale, et ça c'est vrai pour tout système automatisé, il y a une tension entre l'automatisation du système et puis l'autonomie des personnes. Et la fameuse liberté de penser. Bien. Alors, je donne juste un exemple, et en plus, on l'a évoqué hier soir. Il y a un phénomène qui apparaît dès aujourd'hui, qui est assez inquiétant. C'est le fait que les jeunes à l'université ou en grandes écoles, les juniors donc, ont beaucoup de mal à trouver des stages. Pourquoi? Parce que les entreprises disent, en fait, on n'a plus besoin de vous, les juniors, parce que, voilà, on a automatisé les tâches un peu de base, quoi. Et là, c'est un impact absolument direct. D'accord? Bien. Bien. Alors, quelques conséquences. Donc, le fait que ces outils soient très faciles d'usage, qu'ils donnent des réponses apparemment parfaites, pour un humain, c'est difficile à remettre en cause. Une fois qu'on a commencé à utiliser ce genre d'outils régulièrement, oui, c'est génial, ça répond à tout, c'est très facile, c'est disponible tout le temps. Et donc, c'est difficile de remettre en cause l'usage et même de se remettre en cause soi-même dans son usage. C'est très, très difficile. Le risque, c'est de se fier à cette aide, voire se fier beaucoup à cette aide, et moins aux sources originales, et moins, voire pas du tout aux sources originales. Par exemple, quand on est scientifique, le risque, c'est de ne plus faire sa recherche bibliographique correctement, par exemple. D'accord ? Ou quand on est journaliste, le fait de ne plus croiser ses sources, de ne plus interroger les sources. Bien. Et puis la question, c'est, en fait, si OpenAI décide demain matin de couper l'accès, qu'est-ce qui se passe? Si on a pris l'habitude de... Bien. Une autre conséquence, c'est la standardisation de l'expression. Bon, parce que les réponses de ce type de système, en fait, fournissent des réponses. Ça fonctionne sur la moyenne. Hein. Ça fonctionne sur des statistiques, donc sur des moyennes, en fait,
voilà, les moyennes statistiques. Donc l'expression est standardisée. Voilà. C'est difficile d'avoir de l'expression un peu originale, sauf si on programme l'outil délibérément en ce sens. Et ce qu'on observe, c'est que des personnes commencent à avoir tendance à s'exprimer, si j'ose dire, comme des agents conversationnels, avec le même type de vocabulaire, par exemple. Bon. Si vous regardez d'ailleurs des sites de journaux ou de presse comme Le Monde, France Info, ou des choses comme ça, vous voyez certains éléments qui ont été générés automatiquement, mais ça se voit, quoi. Parce que des fois, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est pas lié au reste, c'est une expression bizarre. Voilà, donc vous arrivez à repérer des choses qui semblent un peu curieuses. L'autre risque, c'est le façonnage de la pensée. Et oui, parce que ces outils sont issus de sociétés commerciales, voilà, qui ont un corpus bien déterminé, qui sont pour la plupart extra-européennes. Donc, il y a des biais culturels, des biais idéologiques dont il faut avoir conscience. Et puis, il peut y avoir des trous dans les corpus aussi. Des pans entiers de corpus qui ont été mis à l'écart parce que considérés comme pas pertinents, pas dans les clous, etc. Une chose qu'on observe, effectivement, c'est la production moindre d'efforts intellectuels, cette notion de travail, donc travail-effort, qui est reconsidéré, on va dire. Moins d'apprentissage, certainement, et surtout la question de la responsabilité. C'est-à-dire, si vous utilisez les résultats produits par un système d'intelligence artificielle générative dans votre milieu professionnel, comment vous pouvez exercer votre responsabilité? D'accord, ça c'est une question aussi. Donc, moralité, il faut questionner ses usages. Donc, se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Au nom de quoi? Pourquoi faire? C'est quoi les motivations, etc. Donc, questionner ses motivations. Est-ce que c'est aller plus vite? Alors oui, c'est toujours le motif invoqué. Aller plus vite. Oui, mais pourquoi on veut aller plus vite? Voilà, c'est ça qu'il faut poser comme question. Est-ce qu'il s'agit d'augmenter ses connaissances? Très bien. Mais encore une fois, pour augmenter ses connaissances avec de tels systèmes, il faut être expert déjà dans le domaine. Est-ce que c'est encourager sa paresse? Ah oui, l'humain est naturellement paresseux, donc bien sûr. Est-ce que c'est faire comme tout le monde? Ah oui, tout le monde l'utilise, donc il faut aussi l'utiliser. C'est l'argument des entreprises. Si je ne l'utilise pas, je serai plus compétitive. D'accord, mais peut-être qu'à long terme, pour le coup, tu seras plus compétitif parce que les autres auront piqué tout le savoir-faire et le savoir. Bien. Est-ce qu'on considère que cette tâche n'a pas d'intérêt? Ah, cette tâche n'a pas d'intérêt. Sauf que, encore une fois, pour devenir expert, il faut passer par le fait de faire des tâches qui n'ont pas d'intérêt. D'accord. Dans une vidéo très, très intéressante, d'ailleurs, il faudra que je retrouve la référence, je vous la donnerai, il est expliqué que les grands chefs cuisiniers, du jour au lendemain, ils peuvent retourner à couper les oignons voilà, à la base, parce qu'ils ont appris à le faire. Ils sont passés par toutes les étapes pour arriver là où ils sont. D'accord. Donc, effectivement, la tâche n'a pas d'intérêt, mais il faut qu'elle soit réalisée. Et c'est ce qui risque de se passer avec les programmeurs juniors. Là, les entreprises qui ne veulent plus prendre les jeunes en stage disent finalement, on n'a plus besoin de programmeurs juniors parce que voilà, on fait générer ça automatiquement, il n'y a pas de problème. Et on n'a plus que des experts du code qui vont aller débugger, etc. Sauf que les experts du code, ils sont passés par l'étape programmeur junior. Donc, ils savent les tenants et les aboutissants de comment on construit un code, comment on l'optimise, etc. S'il n'y a plus cette étape, comment on va avoir des experts dans quelques années? Bien. Questionner ses besoins. Ah oui, j'en ai besoin. Oui, mais pourquoi? Et réfléchir aux impacts. Réfléchir aux impacts sur moi, sur mon autonomie. En fait, quel type d'être humain je deviens avec cet usage constant de systèmes d'IA générative? Et est-ce que j'ai toujours mon autonomie, mon regard critique, ma liberté de penser, etc. Donc, ma liberté de penser. Question sur les interactions avec autrui. Là aussi, il se passe un phénomène que l'on commence à observer dans les laboratoires scientifiques. C'est que les doctorants vont de moins en moins voir leur directeur de thèse et de moins en moins discutent dans les couloirs. Pourquoi? Parce que quand ils ont une petite question technique, ils demandent à ChatGPT plutôt que de demander à une personne.
D'accord? Donc ça, c'est un phénomène aussi qui commence à être observé. Bien. Et plus globalement, donc l'impact sur la société. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc je vous recommande donc la lecture de ces 2 avis, alors qui ont été produits avant la sortie de ChatGPT pour le premier, donc agent conversationnel, enjeux d'éthique, où en particulier il y a tout un chapitre sur les deadbots. Et puis celui-là, donc sur saisine du ministre de numérique de l'époque, juste après la sortie de ChatGPT, donc sur les systèmes d'IA générative. Et en fait, je l'ai relu l'autre jour, et tout ce qu'on a écrit là, c'est toujours valable en fait. Donc voilà, donc c'est toujours d'actualité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.